Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation avec vous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet de l'heure. On va parler de Ledger avec leur nouveau service de recovery. On a vu plusieurs rumeurs sur les médias sociaux qui disent que là, les gouvernements pourraient récupérer les clés privées des gens qui ont des Ledger. Est-ce que c'est le cas? On va démystifier tout ça. Puis aussi, en plus, avec notre invité spécial, on va parler de la gestion successorale de crypto, comment léguer ses cryptos à ses enfants lorsqu'une personne décède de façon intelligente. Donc aujourd'hui, j'ai un invité de marque qui est vraiment expert dans tout ce qui est la confidentialité, qui a une chaîne YouTube que je vous recommande d'aller voir, là, que c'est son nom, là, Son Knudsen. Et en plus de ça, qui est au Québec, vraiment est un des pionniers là, qui parle devant des centaines de notaires, dans des conférences pour expliquer tout ce qui est la gestion au niveau des cryptos. Donc, sans plus tarder, Son, bienvenue sur la chaîne. Merci. Ça fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Ben, c'est un plaisir pour moi aussi. Je te laisse te présenter. Je sais que j'ai fait une petite présentation, mais juste pour que notre auditoire te connaisse un peu mieux. Cool. Bon, je suis un technologue depuis genre 20 ans. Je suis un expert en matière de protection de la vie privée, de la sécurité, YouTuber et le fondateur de Superback, une entreprise qui se spécialise en gestion de secrets. Donc, je connais aussi un peu les appareils, donc ça me fait plaisir d'entretenir cette conversation-là aujourd'hui sur Ledger. Ben, excellent. C'est vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Là, on va rentrer à l'instant dans le vif du sujet. Parlons de Ledger. Là. Qu'est-ce qui vient d'arriver avec Ledger? C'est qu'ils ont fait un nouveau service qui va permettre aux gens qui ont une Ledger que si jamais ils perdent leur série de 24 mots, que la Ledger passe au feu, ben, qu'on peut retrouver leur clé privée, donc qui contient leur crypto-monnaie finalement. Ça fait la polémique parce que Ledger était vu vraiment comme l'outil, la clé de storage à froid ultime pour la crypto-monnaie. Et là, on vient d'introduire peut-être une porte d'entrée pour les gouvernements ou d'autres entités. Donc, Son, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que Ledger a mis vraiment les cryptos des gens en danger ou non? OK. Ça dépend c'est qui l'acteur malveillant. Si l'acteur malveillant est l'État, on a un problème. ça amène la conversation à un tout autre niveau, mais pour, disons, le commun des mortels, je pense que c'est une bonne chose ce que Ledger vient de faire. Voici le rationnel. L'appareil, en soi, détient une clé privée. Quand tu signes une transaction Bitcoin, l'appareil leverage la clé privée pour signer la transaction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'appareil peut déjà avoir accès à la clé. Dans le contexte de Ledger Live, quand tu as l'application de Ledger, le code de Ledger, à ma connaissance, n'est pas open source. Les puces de sécurité sont sous NDA. Ça veut dire que Ledger, conceptuellement, aurait déjà pu avoir un backdoor si c'était l'intention de l'entreprise. Maintenant, évidemment, si Ledger a un backdoor et que c'est connu, ben, la compagnie est finie. Là. Fait qu'ils n'ont pas de vested interest à backdoorer ça. T'sais. Maintenant, l'État peut-il avoir accès à tes clés? Ben, la réponse est oui, dans la mesure où tu actives la fonctionnalité qui est opt-in. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'avoir 2 de 3 fragments pour être capable d'avoir accès à la clé privée. Ledger en a un. Il y a 2 autres fragments qui sont avec des entreprises tiers. L'État pourrait SAPINA les 2 de ces 3 entreprises-là et effectivement avoir accès aux clés. Ouais, puis Son, peut-être pour notre auditoire, là, juste réexpliquer, je vais expliquer un peu ce qui se passe avec Ledger en ce moment. C'est qu'il y a une mise à jour du logiciel qui est disponible pour tous les gens qui ont une Ledger. Ça s'adresse pas aux Ledger Nano S qui sont plus petites, qui n'ont pas assez de mémoire pour cette update-là. Donc, le fait d'avoir la clé la plus cheap, finalement, permet de ne pas avoir à dealer avec ce problème-là, pour l'instant, du moins. Mais tous les autres qui ont le Ledger Nano S+, X ou la nouvelle, ben, vous avez une mise à jour qui est disponible qui permet d'avoir ce service-là, là, finalement, que si vous perdez votre clé privée, elle peut être récupérée. Puis ça, ce service-là fait en sorte que aussitôt que vous faites cette mise à jour-là, votre clé privée est divisée en 3 entités, dans le fond. Il y a Ledger, qui est en France, qui va avoir une partie de la clé. On a les 2 autres entités qui sont CoinCover et EscrowTech. Il y en a une qui est aux États-Unis et une en Angleterre. Donc, ça prend 2 des 3 morceaux pour pouvoir réactiver la clé. Puis là, ben c'est ça qui cause la polémique, comme on a parlé aujourd'hui. Donc là, la question, Son, que j'aimerais te poser, là, c'est qu'en fait, là, on voit vraiment clairement le compromis entre convenience, donc facilité d'utilisation pour un utilisateur lambda, et sécurité. Donc, j'aimerais avoir tes commentaires là-dessus. Qu'est-ce qui est mieux pour quel acteur? Là? Parce que certains acteurs, c'est vraiment mieux d'avoir la convenience, puis d'autres, c'est mieux d'avoir la sécurité. Ouais. Ben, je commencerai en disant que la clé est splittée en 3 fragments seulement si tu actives la fonctionnalité.
Donc, même si tu mets à jour ton ledger, prenez le temps de lire sur ça, ça ne veut pas dire que la mise à jour fait en sorte que la clé ensuite est splittée en fragments. C'est vraiment si tu t'abonnes au subscription model. Mais pour répondre à ta question, la majorité des gens, là, si on exclut une attaque d'État de la conversation, la majorité des gens vont perdre leur mot de passe ou leur PIN, leur phrase de récupération. Il y a un très gros gain pour l'utilisateur d'avoir une façon facile de sauvegarder ces informations-là, puis que ça soit lié à leur identité. Conceptuellement, j'aime ça. D'un point de vue vie privée, c'est dangereux, mais pour l'utilisateur lambda, sûrement qui est déjà sur Ledger Live, sûrement qui a acheté de la crypto avec du KYC, puis son patrimoine cryptographique ou sa crypto est déjà identifié à lui. Fait que la vie privée, c'est pas un gros enjeu. Fait que la question vraiment, c'est est-ce que l'État pourrait conceptuellement take over le holding si tu actives la fonctionnalité que tu paies pour le subscription? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que l'État pourrait forcer 2 de ces 3 custodians-là à remettre la donnée. Puis la donnée est liée à un compte, puis le compte est lié à l'individu. Est-ce que l'État va faire ça? C'est très spéculatif. Ça dépend, ouais. Puis, c'est ça, on revient à l'éthos des crypto-monnaies qui est de justement garder la possession de ces crypto-monnaies. Dans cette optique-là, Ledger s'est vraiment tiré dans le pied, dans le sens que, selon moi, Sun, qu'est-ce qu'il aurait dû faire, c'est tout simplement sortir une nouvelle clé, qui est une clé qui n'a pas rapport aux autres, puis qui offre ce service-là, puis garder les autres complètement en self-custody, en tout cas, du moins, ce qui est le programme, là. C'est ça. Puis si je mets mon chapeau de puriste, là, je suis d'accord. Mettons que je mets mon chapeau de codeur moi-même, le narratif de Ledger, c'est pas parce que la fonctionnalité est là qu'elle est activée. Puis si Ledger était malveillant, le code n'est pas nécessairement transparent, il aurait pu déjà avoir accès à tout ce qu'ils veulent si tu utilises Ledger Live. Donc, on n'a pas de temps perdu que ça. Comme si Ledger est un bon acteur, il n'y a rien qui a changé. Ça a juste permis à ce narratif-là de la peur que Ledger soit un mauvais acteur ou collude avec l'État. Là, tout le monde s'est comme enflammé. Mais si tu es sur Ledger Live avec un Ledger, conceptuellement, tu faisais déjà confiance à Ledger. Ouais, donc il n'y a pas de panique à avoir. Par exemple, pour quelqu'un là, qui a des bitcoins ou des crypto-monnaies sur une Ledger qui a acheté il y a 3-4 ans, il décide de ne pas faire la mise à jour pour l'instant, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Tout reste normal. Puis si cette personne-là décide de faire la mise à jour, là, on a, comme tu dis, l'acteur qui pourrait être malveillant, c'est l'État, les gouvernements, qui pourraient avoir accès à la crypto. Si tu actives la fonctionnalité. Ouais, c'est ça. Puis après ça, faire les processus d'identification, payer le 10$ par mois, puis tout ça. Mais est-ce que le firmware, même si, une fois que la mise à jour est faite, selon moi, quand même, la porte est ouverte, non? Mon opinion serait que la porte a toujours été ouverte. C'est-à-dire que l'utilisateur prend un appareil qui est quand même obscur. Je veux dire, l'utilisateur ne peut pas faire un audit du code de son Ledger. L'utilisateur lambda ne fait pas ça. Donc, on a déjà confiance en Ledger. Puis, on se fie au fait qu'eux, ils ont un vested interest à ce qu'on continue d'avoir confiance en eux et qu'ils font ce qu'ils peuvent. Ledger, notamment, a une des meilleures puces de sécurité au monde dans tous les appareils. Mais parallèlement, c'est une des puces de sécurité qui est sous NDA. Donc, des chercheurs comme moi-même, on ne peut pas avoir accès à ces informations-là et en parler. Puis ça, on peut créer un contraste avec Trésor, où Trésor est beaucoup moins sécuritaire, mais très transparent. Puis toujours utiliser une seed extension, c'est super important dans le sens que tu peux avoir un 25e mot, mais ça, c'est dans les commentaires, ça va se passer si vous avez des questions. Ouais, Son, j'aimerais quand même qu'on en parle de la seed extension, là, qui est finalement un 25e mot qui permettrait de garder les 24 autres mots. En parlant d'une question qui est importante, si on fait la liste, là, vraiment de plus... Parce que là, on voit le compromis. Convenience, sécurité. Convenience, sécurité. Il y a toujours des compromis à faire. Quand on a plus de sécurité, c'est plus compliqué, puis on peut perdre nos trucs si on fait une erreur. Si la maison brûle ou qu'on perd notre clé. Puis convenience, tout est facile, ça va bien, mais il y a des acteurs qui peuvent potentiellement mettre la main là-dessus où il y a plus de surface d'attaque. Donc, en ordre de gradation, là, selon toi, qui est expert là-dedans, c'est quoi le plus sécuritaire au moins sécuritaire en termes de portefeuille des crypto-monnaies? OK.
si on enlève une attaque d'État, je dirais que Ledger, si on parle de l'appareil, est probablement l'appareil le plus sécuritaire. Ensuite, Cold Card, pour les gens qui sont Bitcoin only. Puis ensuite, Trésor. Puis là, on parle vraiment seulement de sécurité. Si on parle de vie privée, je dirais que Trésor et Cold Card sont pas mal égaux, mais Ledger est très obscur. Notamment, tu ne peux pas utiliser Ledger Live sur Tor. Donc, tu ne peux pas utiliser ça sur le Darknet. Fait que tu docks ton adresse IP à chaque fois. Tu sais, il y a peu d'efforts qui est mis à protéger. Puis on a vu aussi le data leak de Ledger où il y a comme les données de 1 million de personnes qui ont leaké. Les données d'adresses dans les centaines de milliers, adresses domiciliaires. Il y a des faux Ledger qui ont été envoyés par la poste. Donc, il y a tout un ethos là, entre les deux. Mais purement sécurité, Ledger. Purement transparence, Trésor. Puis un compromis entre les deux, si t'es Bitcoin only, ben Cold Card. Est-ce que tu pourrais nous montrer c'est quoi une Cold Card? Il n'y a pas grand monde qui sait c'est quoi ça a l'air exactement. C'est ça, ben, effectivement, un Cold Card, ça ressemble à une petite calculatrice. On peut remarquer notamment que l'appareil est même transparent physiquement, pas juste le code est open source, mais l'appareil lui-même est transparent pour qu'on puisse voir si quelqu'un a comme mess with the chipset. Là. Y a quelqu'un qui a essayé de backdoorer la babelle? Quand on parle de la seed extension, Trésor et Cold Card, on peut utiliser une seed extension. Le user experience est vraiment cool. Ledger, c'est vraiment plus difficile à utiliser une seed extension, à moins que tu la sauvegardes en dessous d'un pin. Mais ça, c'est sûrement une conversation pour les commentaires ou pour un autre épisode. It gets deep. Mais pour l'utilisateur lambda, je pense qu'on a fait le tour. Idéalement, utiliser une seed extension, peu importe l'appareil, parce que même le meilleur appareil, on parle d'une attaque d'environ $1 million pour attaquer les clés sur l'appareil. Donc, ça vaut tout le temps la peine de mettre une seed extension qu'on peut garder dans son password manager. Comme ça, on a besoin des 24 mots ou l'appareil et de la seed extension. Puis, Son, est-ce que tu as une vidéo sur ta chaîne qui pourrait nous montrer comment avoir une seed extension facilement avec une clé physique? Je pense que oui. Genre, si j'en ai une, on va la mettre dans les commentaires. Ouais. OK, parfait. Puis un point que tu amènes qui est vraiment intéressant et important, là, c'est que n'importe quelle clé physique, si quelqu'un met la main dessus, elle peut être attaquée. Puis comme tu as dit, une Ledger, ça coûte $1 million pour réussir environ. Ben, ça dépend qui hack, là, pour réussir à avoir la seed. Trésor, il y a un peu moins de sécurité, fait que j'imagine que c'est moins cher aussi. C'est ça, exactement. Genre, le gros takeaway, c'est que Ledger a probablement la meilleure puce de sécurité, mais elle est sous NDA. Donc, on ne peut pas vraiment savoir s'il y a un backdoor ou non. Là, ça, c'est dans le domaine de la conspiration. Je ne suis pas en train de dire qu'il y en a un ou je pense qu'il y en a un. Je veux juste dire qu'on ne peut pas facilement savoir s'il y en a un. Puis si je le savais qu'il y en a un, je suis sous NDA, puis ils vont me poursuivre to the death. T'sais. Tandis que Trésor, eux, utilisent des puces qui ne sont pas sous NDA, qui sont extrêmement transparentes, puis le code, lui aussi, est extrêmement transparent. Ça veut dire que, comme utilisateur ou super utilisateur, on peut auditer le code. Maintenant, personne vraiment fait ça. Puis dans le contexte de Cold Card a deux puces qui sont pas vraiment des puces de sécurité full-fledged, là, parce que généralement, c'est tout le temps sous NDA, mais a deux puces qui sont conçues pour des utilisations de sécurité. Puis il y a une troisième puce, le secret est comme nécessite de breach les trois trucs. Ça veut dire que c'est une attaque qui est beaucoup plus coûteuse, plus sophistiquée. Ah ouais, à fond. C'est excellent, ça. Puis, ça m'amène à poser la question. Moi, j'ai décidé que j'allais tester quelques autres wallets physiques, comme on voit Tangem, ici, que c'est comme une carte de crédit un peu. On a des clés comme OneKey, que j'ai pas encore ouvertes. Est-ce qu'il y a d'autres compagnies que tu trouves intéressantes ou il n'y a pas plus que Trésor ou Ledger, là, selon toi? Écoute, la réponse honnête, c'est que j'ai pas creusé. Je me fais approcher via ma chaîne YouTube pratiquement à tous les mois là, avec un fabricant X. Là. Ouais. Je te dirais que moi, j'ai trouvé ma zone de confort en utilisant ces appareils-là. Si tu es Bitcoin only, j'irais Cold Card for sure. Si tu es into Web3, Trésor, parce que je préfère la transparence. Puis sinon, Ledger, c'est bien correct. Là. Si tu es à l'aise avec le fait que c'est moins transparent, c'est sécuritaire. Le vrai problème, puis c'est pour ça que j'apprécie ce que Ledger vient de faire, c'est qu'est-ce qui arrive si tu le perds? Qu'est-ce qui arrive si ta maison brûle? Puis la vraie question qui s'en vient pour beaucoup d'entre nous, c'est qu'est-ce qui arrive si nous, on meurt? Ouais. C'est là que la gestion successorale devient vraiment clé. Puis sans aller deep down dans le rabbit hole, ben, moi, j'ai fondé une entreprise qui s'appelle Superbacked, qui permet de prendre ces secrets-là puis de les mettre dans des codes QR encryptés. Ça permet de créer un système de gouvernance
qui te permet, toi, à titre de hodler, de décider qui peut avoir accès à ton holding, à quel moment, puis tu peux travailler avec un notaire ou un avocat qui va détenir un des blocs. Fait que c'est vraiment une alternative à ce que Ledger vient de sortir. Ça, Son, j'aimerais ça qu'on en parle un peu plus en détail dans les 2 prochaines minutes. Parce qu'on va parler d'un petit peu qu'est-ce qui s'offre en ce moment en gestion successorale, puis j'aimerais ça qu'on parle de Superback vraiment en détail. Il y a un point que j'aimerais amener avant qu'on parle de tout ce qui est gestion successorale, qu'on va parler aussi de ton entreprise Superback, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à discuter de ce côté-là. Là, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est qu'en ce moment, la plupart des gens en crypto-monnaie, malheureusement, ne comprennent même pas que de détenir ces crypto-monnaies, ça prend un portefeuille décentralisé. La plupart des gens vont sur Binance, donnent leur identité, achètent des crypto-monnaies. Sur l'écran, il est écrit qu'ils ont X nombre de crypto-monnaies, mais ils ne détiennent pas réellement. Puis pour détenir réellement ces actifs, qu'est-ce qui est une grosse responsabilité qu'on n'avait pas avec le système bancaire actuel, il faut les envoyer dans nos portefeuilles décentralisés. Puis là, une idée que je voulais juste amener à tout le monde qui nous écoute en ce moment, c'est de faire comme un exercice d'incendie, là, comme à chaque 6 mois. Faites comme si votre ordinateur venait de brûler, que vous devez récupérer vos wallets, par exemple. La maison vient de brûler même, je dirais. Là. La maison, ouais. Au complet, ouais. C'est pas en courant en bobette, là. Comment tu récupères des crypto-monnaies? Est-ce que tu as mis tes codes à un endroit, chez quelqu'un? Puis essaie de récupérer tes crypto-monnaies à chaque 6 mois, 3 mois pour faire un exercice, parce que le nombre de fois, Son, là, que moi, je m'en souviens, j'avais laissé des crypto-monnaies sur un wallet il y a 3 ans, puis après, bon, sont où mes 12 mots, qu'est-ce que je fais, tu sais? C'est bon de faire l'exercice. Je sais pas si tu aurais des commentaires là-dessus par rapport à cet exercice-là, de récupérer je pense que c'est une excellente recommandation. J'ajouterais à ça même que pour les gens qui hodl long terme, tu sais, qui ont acheté du Bitcoin puis qui ne touchent pas, allez voir votre balance à chaque mois. T'sais, rentrez votre PIN dans votre appareil. Si vous avez une seed extension, vous allez devoir la rentrer parce que ça s'oublie, ces secrets-là. Puis décidément, ils ne peuvent pas tout être dans notre gestionnaire de mots de passe. Donc, ça te force à te rappeler à ton PIN. Ton PIN, c'est quoi? Le nombre de fois, moi, où j'ai connu du monde qui m'ont dit « Ah shit, Son, j'ai oublié mon PIN, c'est-tu grave? » Je suis comme « Oui, oui, c'est grave. » Puis ça a l'air niaiseux, mais comme même moi, à un moment donné, il y a un de mes mots de passe que je me rappelais plus. T'sais, comme on oublie, on est humain, là. Fait que genre, aux 6 mois, aux 3 mois, un test d'intégration complet, genre, tu pars en... Ta maison brûle, tu sors en bobette, t'es-tu correct? Puis une fois par mois, juste aller voir ta balance, rentrer tes pins pour être sûr que ça reste dans ton muscle memory. Ça, c'est du excellent advice. Ah ouais. Excellent truc, ouais, pour éviter de faire un fail qui fait qu'on peut perdre beaucoup d'argent. Puis moi, je reçois des courriels à chaque semaine, hein, de gens qui se font avoir ou qui se font scammer. En passant, dans les commentaires, il va y avoir plein de scammers avec ma photo qui vont vous dire de les contacter par WhatsApp. Faites pas ça. C'est juste des salopards qui sont là pour vous frauder. Parenthèse. Very good point. Puis, Son, parlons d'un sujet là, qui est vraiment important, là, que je reçois beaucoup de courriels encore, puis que j'ai personne avec qui je peux en discuter. C'est la gestion successorale. Moi, il y a des pères de famille qui ont des centaines de milliers de dollars en crypto-monnaie, sont là, crime. Si je meurs, comment que je fais pour léguer ça à mes enfants, à ma femme, qui ne comprennent pas pantoute comment utiliser les crypto-monnaies? Puis là, ça amène à parler, c'est sûr qu'on a des projets spécifiques comme certains connaissent Ternoa, qui veulent faire des NFT, que c'est pour la gestion successorale. On a Ledger qui vient de sortir le fameux Ledger Recovery pour 10$ par mois qu'on vient de parler. Puis il y a des applications comme Superback qui est ton projet. Donc j'aimerais t'entendre parler là-dessus. Qu'est-ce que quelqu'un, le père de famille, à quoi qu'il devrait penser pour la succession de ces crypto-monnaies? Puis on sait que tu as parlé devant plus de 300 notaires il y a à peine quelques mois pour leur expliquer ça. Donc, c'est quoi les gros points majeurs qu'on devrait avoir en tête? Ouais, dans un premier temps, c'est qui les gens de confiance autour de toi, puis à quel point tu as confiance de façon long terme. Pourquoi je dis ça, c'est que tes 24 mots changeront pas. Puis c'est vraiment chiant tout bouger on-chain. Ça veut dire que c'est pas comme tu peux pas password reset ou changer ton mot de passe. Les 24 mots, c'est la crypto, si on vulgarise grossièrement. Donc, tu peux pas donner ça à ta blonde du moment, puis finalement tu break up. Faut que tu bouges on-chain, là. C'est no joke, tu sais. Fait que je dirais, le premier, je me répète, là, mais il faut une seed extension. Si vous savez pas c'est quoi, on peut mettre des trucs down there dans la description, dans les commentaires. On peut pointer vers de la documentation.
C'est super important. Pourquoi? Parce que ça fait qu'il y a comme les 24 mots et un mot de passe. Maintenant, ça fait quelque chose d'autre à backup, mais les 24 mots, il ne faut jamais, jamais les mettre dans notre gestionnaire de mots de passe. Mais la seed extension, elle, c'est correct. T'sais. Donc, ça permet de ne pas trop ajouter du risque, mais de créer un système qui est beaucoup plus résilient. Maintenant, qu'est-ce que tu fais quand tu as de la crypto? Décidément, il faut que quelqu'un connaisse soit ton PIN et ait ton appareil. Si tu as une seed extension, ça aussi, right? Ou quelqu'un doit avoir tes 24 mots et ta seed extension si tu en as une, right? On s'en sort pas. Maintenant, comment tu fais ça? Il y a différentes façons. On essaie de garder cet épisode-là court. Après ça, il y a des systèmes un peu plus on-chain ou des systèmes, tu sais, Numchuck a un partenariat maintenant avec CodeCard pour faire de la gestion successorale. Okay. Le problème avec ça et Ledger, c'est que tu as besoin de faire du KYC dans la plupart des cas. Pas dans tout. Je pense que Numchuck, il n'y a peut-être pas de KYC, mais c'est tout le temps... KYC, en parenthèse, c'est de donner son identité. C'est ça que ça veut dire. Know your customer. Ouais. C'est ça. Fait que si ton objectif, c'est d'avoir un peu de discrétion, ben des fois, c'est difficile, ces solutions-là. Moi, dans le contexte de Superbacked, ce que j'ai réalisé, c'est qu'on doit être capable de créer un système de gouvernance assez sophistiqué, mais facile d'utilisation, qui fait en sorte que le système est résilient. Tu n'as pas besoin de donner tes 24 mots à ta blonde du moment, puis tu n'as pas besoin de les donner à ton enfant de 10 ans. Ouais. Mais, parallèlement, c'est un système qui fait en sorte que si ta maison brûle, puis tu es en bobette, puis tu pars à la course, tu es correct. Puis c'est un système qui, puis selon moi, c'est la meilleure approche, leverage les notaires et les avocats. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, ces gens-là sont déjà affairés à identifier nos avoirs, nous aider à naviguer nos successions. Au Québec, c'est le notaire qui peut créer un acte notarié. Donc, c'est vraiment la seule bonne façon de faire. Maintenant, tu ne peux pas donner ta phrase de 24 mots au notaire parce que le notaire pourrait être malveillant puis voler ton holding. Donc, Superbacked permet de prendre ces données sensibles-là puis sur un ordinateur sécurisé, de créer un ensemble de blocs. Puis, un peu comme Ledger, tu as besoin d'avoir 2 des 3 blocs. Puis, il y a aussi un mot de passe qui existe. Donc, il y a une vidéo qui explique ça en détail. On verra si on veut le mettre en bas. Mais essentiellement, ça te permet d'établir un système de gouvernance où, de ton vivant, tu es en contrôle. Si tu cognes la tête ou que tu décèdes, tout ça est navigable très facilement. Puis, comme Paul t'a souligné, j'ai donné un talk à 300 avocats il y a une couple de semaines. Puis, j'ai également donné un talk à peu près 150 notaires. Donc, je fais beaucoup de travail, entre autres avec Jennifer, qui, elle, est notaire. Donc, on essaye vraiment d'amener le milieu professionnel des notaires et des avocats à réaliser qu'il y a un gap dans le marché. Puis, eux sont vraiment la meilleure personne pour s'en occuper. Puis, je veux quand même souligner le fait que le notaire et l'avocat ont client attorney privilege, ont le secret professionnel. Ça veut dire que quand tu utilises une technologie comme Superbacked, ben, tu as également la discrétion qui vient avec ça. Donc, à part si quelqu'un est un terroriste, l'État ne peut pas forcer le notaire ou l'avocat à divulguer qu'est-ce qui s'est passé dans la relation professionnelle. C'est pour ça que je trouve que les notaires et les avocats ont tellement un rôle précieux. Puis on parle aussi de gestionnaire de mots de passe, on parle d'ordinateurs encryptés, donc les phrases de récupération pour la cryptographie des ordinateurs, des iPhones, iCloud. Ouais. Donc Superbacked se positionne vraiment comme, on n'est pas lié à la crypto spécifiquement, ces problèmes-là existent dans d'autres univers technologiques. Ben, c'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est que avec les autres systèmes comme un Ledger Recovery, ben, c'est identifié que tu as des cryptos, mais avec Superbacked, avec les codes qu'on voit ici, les 3 codes qui vont en avoir 2 de 3, par exemple, t'en mets un chez le notaire, un chez ton meilleur ami, puis un dans ton sous-sol, ben, ça prend 2 de 3, puis est-ce que le notaire sait que c'est de la crypto-monnaie? Ben non, pas nécessairement. Puis c'est ça qui fait la beauté de la chose. Je trouve que c'est encore plus cypherpunk, si on veut, là, qu'on réussit vraiment à préserver, d'un, toutes ces clés privées, de 2, la plupart, même les gens dans l'engrenage ne savent même pas que c'est des crypto-monnaies. Ça, c'est encore plus intéressant. C'est ça. Puis en plus, c'est que tu peux régler plus qu'un problème à la fois. Je veux dire, si tu as des photos de famille qui sont vraiment précieuses pour toi, qui sont sur iCloud, puis que c'est end-to-end encrypted, avec le nouveau Advanced Data Protection qu'Apple a release, ben, tabarouette, man, perdre tes photos de famille, ça fait mal en maudit aussi. Fait que tu peux régler plus qu'un problème à la fois avec Superbacked. Ouais, puis une transaction avec ton notaire qui règle un peu tous ces problèmes-là. Donc, il reste du travail à faire, mais c'est vraiment une solution qui est précieuse puis que je suis très content d'avoir mis à la disposition des gens. Il y a du monde qui s'en servent présentement dans 16 pays déjà.
Mais vraiment, Son, c'est génial ce que tu as fait là pour la sécurité, la gestion successorale. Justement, pour les gens qui veulent en savoir plus, on va mettre ton site web dans le lien de la vidéo. Puis aussi, pour tous les gens qui sont abonnés à ma chaîne, vous avez un rabais. Si vous voulez participer, utilisez les services de Superbacked. Puis en résumé, là, pour le bon père de famille, Son, qui veut vraiment faire bien les choses à sa succession, c'est quoi les ingrédients que ça prend? Peu importe le système qui est utilisé. Mm-hmm. Ben écoute, dans un premier temps, il faut penser à ça. Puis c'est con, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de monde qui pense à ça. Il faut que tu te dises, OK, cool, je meurs, qu'est-ce qui arrive? T'sais? Comme qui rentre dans mon ordi, qui rentre dans mon hardware wallet, etc., etc. Faut aussi penser que la blonde du moment n'est pas la blonde de demain, puis que l'enfant de 10 ans n'est peut-être pas la meilleure personne pour custody quelque chose comme ça. Et il faut jamais, jamais, jamais donner ces 24 mots à son notaire ou son avocat en clair. C'est vraiment dangereux. Il faut aussi, puis ça c'est ma recommandation que je répète comme ça fait déjà 30 fois sûrement, avec une seed extension, ça nous permet de créer un système de gouvernance de base qui est vraiment meilleur. Notamment, ta phrase de 24 mots est dans ton appareil. Elle peut être sur une feuille cachée dans ta maison. Elle peut être sur une feuille dans un coffret de sûreté à la banque. Mais la seed extension, t'en as besoin aussi. Cette seed extension-là est entrée dans l'appareil à chaque fois où on s'en sert. Mais cette seed extension-là, elle, peut être remise à un avocat et un notaire pour de la résilience. T'sais. Ou peut être remise à la limite à l'enfant s'il ne connaît pas le PIN, s'il ne connaît pas où la phrase est dans la maison. Fait que, c'est de se poser ces questions-là. Puis c'est pas quelque chose qui est facile à naviguer, puis c'est quelque chose que toi, Paul, t'es décidément une des bonnes personnes pour aider les Québécois à faire ça, puis peut-être même à l'international. Je sais pas how far it reaches, mais si vous avez des questions par rapport à ça, laissez-nous savoir dans les commentaires. Puis comme Paul l'a dit, suivez pas les recommandations de n'importe qui dans les commentaires, mais on verra si on publie plus là-dessus. Ça dépend si ça vous intéresse. C'est délicat, mais une fois que c'est bien fait, ça permet de dormir mauditement bien la nuit, parce que ça règle aussi le problème de si tu oublies ton mot de passe ou si tu cognes la tête en faisant du snow. Là. Excellent. J'encourage les gens qui ont cette idée-là en tête, cette problématique-là, de te contacter vraiment sur ton site web. Puis, bon, on voulait pas garder la vidéo trop longtemps, fait que pour conclure, Son, on a compris que Ledger a donné une porte d'entrée au gouvernement au niveau de son nouveau système dans le Ledger. Si on ne fait pas l'update, la mise à jour du logiciel, on est correct avec nos Ledger pour l'instant, en tout cas, parce que c'est optionnel. Puis, pour la succession, on a vu quelques excellentes idées, dont Superbacked en crypto-monnaie. Donc, je ne sais pas si tu avais un mot de la fin que tu aimerais partager à tout le monde avant qu'on termine l'appel. Le mot de la fin serait que quand tu t'embarques dans la journey de self-custody, je ne sais pas c'est quoi le mot en français pour ça, mais de détenir tes propres clés ou be your own bank, être sa propre banque, c'est une grande responsabilité, c'est extrêmement libérateur. Ça fait partie de l'éthos des cryptos. L'éducation, c'est vraiment primordial. Fait que si vous embarquez là-dedans, puis je vous recommanderais de le faire, on a vu ce qui s'est passé avec FTX, c'est important de garder la crypto de façon décentralisée. L'éducation, c'est quelque chose qui est vraiment important. Donc, j'aimerais ça dire merci à Paul pour l'opportunité d'en parler aujourd'hui, puis prenez le temps. Prenez le temps. Une fois que vous avez appris sur ça, ça reste avec vous à tout jamais. Donc, ça vaut les heures investies. Excellent, Son. Merci beaucoup pour ton temps. Puis nous, on va se reparler après la vidéo. Fait que tout le monde qui sont encore ici jusqu'à la fin de la vidéo, bravo d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre un like, puis écrire un commentaire à Son si vous avez apprécié ce qu'il fait. Puis tout le monde, on se revoit dans une prochaine vidéo. Passez une bonne journée tout le monde. Bye bye. Ciao.